Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Pascal Boniface, que je ne vous présente pas, vous le connaissez, qui est le directeur de l'IRIS. Et je lui ai demandé de venir. On se voit de temps en temps. Et c'est une occasion de nos discussions. Je lui ai demandé de venir pour parler plus particulièrement de son bouquin qui est paru l'année dernière, en février 2014. Donc il y a un an, quoi, qui s'appelle donc La France malade du conflit israélo-palestinien. Et c'est un livre qui était supposé prolonger celui qui avait été publié en 2003, si je ne me trompe pas, qui avait fait pas mal de bruit et qui avait aussi suscité pas mal de conséquences difficiles pour toi, autant que je me souvienne, sur est-ce qu'on peut critiquer Israël. Bon. Et donc, la gestion, la gestation de ce livre que j'ai entre les mains a aussi été difficile, parce que finalement, ce n'est pas un prolongement, c'est un nouveau bouquin, mais qui reprend un peu les mêmes thèmes, évidemment. Et c'est un bouquin pour lequel il a eu des difficultés à être publié. C'est-à-dire, dans un premier temps, la Fond dit oui, c'est bien ça. Et puis, dans un second temps, la Fond dit, écoutez, non. Et finalement, c'est publié chez Salvatore. Et c'est un peu la difficulté de cette publication reflète un peu le problème, quoi, d'une manière générale, de la difficulté qu'il y a à dire des choses. C'est un livre qui est très intéressant parce qu'il touche au fond à la difficulté de parler de la question israélo-palestinienne, d'une part, et aussi, bien sûr, de toutes les conséquences qu'on prétend aujourd'hui marginales, mais qui, à mon avis, sont très importantes, du conflit israélo-palestinien et de la façon dont il est géré dans beaucoup de segments de notre population ici en France. Et donc, je crois que le titre « La France malade du conflit », alors moi, j'aurais mis un point d'interrogation, il n'en a pas mis, « malade du conflit », en tout cas, il y a de vraies questions. Et c'est de ça dont tu vas nous parler. On va faire, comme d'habitude, disons, une intervention de Pascal d'une demi-heure, et je me permettrai peut-être de te poser des questions dans ton intervention. Et puis ensuite, bien entendu, la parole est à celui ou celle ou celui qui voudra bien la prendre. Voilà. Pascal, je te demande de parler bien dans le micro. Voilà. Merci Jean-Paul. Bonjour à tous. Merci de votre présence par une journée ensoleillée. On aurait plutôt envie de se promener et de profiter du soleil. Donc merci d'être là. Je voulais aussi, avant de commencer, rendre hommage non seulement à Jean-Paul, mais à ce que tu as créé, l'IRIMO, parce que, et je parle en connaissance de cause, c'est toujours difficile de créer des structures indépendantes sur la réflexion, plus encore sur les sujets qui sont considérés comme sensibles, parce que on est un pays où on aime bien s'affirmer pour la liberté, pour l'indépendance, pour le libre débat. Nous sommes tous Charlie, sauf que si on n'est pas tout à fait d'accord avec les opinions mainstream, là, ça devient tout d'un coup plus difficile. Et tu parlais des difficultés que j'ai eues à publier ce livre. Déjà, le premier, effectivement, quand j'ai voulu publier La France est-il permis de critiquer Israël en 2003, j'ai eu 7 refus d'éditeurs, dont la découverte, y compris des éditeurs de gauche, qui estimaient que le sujet était trop sensible, qu'il ne fallait pas s'embarquer là-dessus, avant que Nicole Lattèche et Robert Laffont l'acceptent. Et après, j'ai voulu récupérer les droits en disant finalement le problème n'a pas tellement changé, malheureusement. Quand j'ai voulu publier Télé Faussaire, ça a été pire, parce que j'ai eu 14 refus d'éditeurs. Là, j'ai battu tous les records, parce que finalement, dans ce pays, critiquer le président de la République ou les présidents de la République, c'est très facile, mais critiquer certaines figures médiatiques qui tiennent le haut du pavé et qui ont quelques pouvoirs de rétorsion, ce l'est beaucoup plus, apparemment. Et donc, j'ai voulu récupérer les droits sur ce livre. Nicole Lattès m'a dit, ben non, il faut le faire de nouveau chez nous. Et malheureusement, elle a quitté la direction de Robert Laffont, et Robert, le nouveau directeur, qui avait apprécié le manuscrit, m'a dit non, pas possible. Et donc, j'ai dû, heureusement, trouver un petit éditeur plus confidentiel. Et c'est vrai que si on veut aborder certains sujets, on n'est pas reçu chez les éditeurs centraux. C'est beaucoup plus compliqué. Et là, pour un autre bouquin, je viens à peu près d'avoir des éditeurs qui étaient venus me chercher et qui ont dit « Oula, non, c'est un peu sensible ». Donc, il y a une volonté. Enfin, tous ces gens dans le milieu de l'édition vont signer des pétitions pour le Tibet, contre Fidel Castro, vont manifester en disant « Je suis Charlie ». Mais certains sujets, là, ils rentrent prudemment dans leur boîte parce qu'ils estiment que c'est beaucoup plus risqué. Et c'est problématique en tant que tel, d'abord, pour la liberté d'expression, mais surtout, c'est que ce type de réaction vient alimenter les théories du complot et vient nourrir un extrémisme que l'on dit vouloir combattre par ailleurs. Parce qu'effectivement, si vous n'avez pas la possibilité d'exprimer des vues différentes, tout de suite, vous avez des théories du complot, tout de suite, vous avez des accusations globalisantes sur telle ou telle catégorie. Et donc, en fait, ces braves gens qui sont
plutôt en fait qui ne prennent pas leurs responsabilités, alimentent tout un courant de pensée qu'ils disent par ailleurs vouloir combattre par leur veulerie, tout simplement, pour ne pas dire plus. Première chose, quand j'ai publié ce livre, donc en février de l'an dernier, février 2014, on m'a dit, mais non, c'est vraiment la France, effectivement, j'aurais pu prudemment, je l'avais fait pour Est-il permis de critiquer, j'ai mis un point d'interrogation, là je ne l'ai même pas mis, mais parce que je crois sincèrement à la thèse que je défends dans ce livre, sur laquelle je vais venir, mais quand je l'ai publié, bon, d'une part, il n'y a pas eu d'écho, enfin vraiment, là, à part Le Monde Diplo, Politis, etc. Là, aucun journal central, Marianne, Libération, non, c'est vraiment silence radio. Heureusement qu'il y a les réseaux sociaux qui existent. Donc là aussi, c'est la double peine. Vous avez un éditeur qui n'a pas accès aux médias centraux. Les médias l'ignorent si vous n'avez pas un service de presse et que vous avez, c'est un sujet. Et surtout, on m'a dit, c'est vraiment n'importe quoi. La France n'est en rien malade du conflit du Proche-Orient. Et par ailleurs, israélo-palestinien. Et par ailleurs, il y a d'autres problèmes beaucoup plus graves qui se posent à la France. Le chômage, l'état des banlieues, les problèmes d'intégration, le vouloir vivre ensemble, l'état de l'économie, etc., etc. Et bien sûr, je ne suis pas stupide au point de penser que le conflit israélo-palestinien est le problème principal qui se pose à la France. Et effectivement, l'emploi, les inégalités sociales, la justice à deux vitesses, etc., enfin, tous les maux que l'on connaît, auxquels on est confronté au quotidien, si ce n'est directement, mais au moins par la découverte de l'information, il y a des problèmes qui sont beaucoup plus graves pour la société. Sauf que ce conflit israélo-palestinien a ceci de spécifique, c'est que si vous n'êtes pas d'accord sur les 35 heures, faut-il les garder, les supprimer? Si vous n'êtes pas d'accord sur faut-il reculer ou non la date des régionales? Est-ce qu'il faut modifier le mandat des parlementaires? Est-ce que, etc. Sur tous ces sujets-là, vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas d'accord. Vous n'allez pas vous jeter la vaisselle à la figure. Y compris sur les sujets internationaux, il y a effectivement d'autres conflits internationaux qui sont bien plus graves que le conflit israélo-palestiniens, qui sont beaucoup plus violents, avec une haine et une violence, y compris physique, beaucoup plus forte, et avec un nombre de morts beaucoup plus important. Même si, entre-temps, l'an dernier, on a quand même atteint des limites assez hautes en ce qui concerne la bande de Gaza. Donc il y a des sujets de société, des sujets politiques, des sujets économiques qui sont bien plus importants pour la France. Il y a des conflits qui sont plus graves, qui créent plus de morts à l'extérieur. Mais il n'y en a aucun qui, comme celui-ci, conduit au résultat qu'il y a des gens qui ne sont plus en position de se parler parce qu'ils sont en désaccord sur le conflit israélo-palestinien. Et j'imagine que dans cette salle, comme dans toutes les salles où je peux faire des conférences, quand elles ne sont pas interdites, eh bien, vous avez chacun eu l'expérience d'amis avec lesquels, soit vous avez choisi de ne plus aborder le conflit pour ne pas vous fâcher définitivement, soit vous l'avez fait et du coup, vos relations sont soit brisées, soit espacées parce que il y a quelque chose. On a vu même dans des familles des gens qui ne sont plus en position de se parler parce qu'ils ont un désaccord et très vite les accusations, y compris la plus extrême d'antisémitisme, fusent. Et donc on voit bien que ce conflit a une résonance particulière parce qu'il vient dégrader les relations humaines et les relations sociales comme aucun autre sujet. Une fois encore, si vous n'êtes pas d'accord sur Nicolas Sarkozy, sur les 35 heures ou sur François Hollande, eh bien, vous restez quand même à table et vous finissez le dessert avec votre convive. Si vous n'êtes pas d'accord sur le conflit israélo-palestinien, il y a plus de chances que, dans le meilleur des cas, vous quittiez la table tranquillement, dans le pire des cas, avec fracas, et qu'il y a, comme dans le dessin de Carandache, je crois, ce repas dominical familial qui se passe bien au départ, et à la fin, toute la vaisselle est brisée par terre. Ils en ont parlé à propos de l'affaire Dreyfus, ce qui, d'ailleurs, nous ramène un peu à cela. Et donc, c'est grave. Pourquoi ? Parce que on ne sait pas gérer ce conflit. Et quand j'entends des gens qui disent il ne faut pas, y compris des responsables politiques, qu'ils disent il ne faut pas importer le conflit israélo-palestinien en France, c'est une plaisanterie de garçon de bain. Parce que le conflit est déjà importé. Il est déjà importé de plusieurs manières. Et dire qu'on ne veut pas l'importer est simplement nier. Généralement, quand on dit il ne faut pas importer le conflit israélo-palestinien, c'est vous n'avez pas le droit de parler au nom de la Palestine. C'est que vous n'avez pas le droit de parler des souffrances des Palestiniens. Parce que le conflit, il est importé, mais depuis de longues années, peut-être depuis 67, en France, et son importation est de plus en plus importante. Le CRIF, je cite dans le livre, dans les années 50-60, les responsables du CRIF ne voulaient pas être vus
avec les gens de l'ambassade d'Israël en disant non, non, on va, si on est vus ensemble, on va faire une confusion et nous sommes des citoyens français, nous ne voulons pas être liés à l'État d'Israël. Alors c'était une position certainement rigide et extrême. On voit bien que aujourd'hui, le CRIF revendique avoir deux missions, la lutte contre l'antisémitisme et le soutien à l'État d'Israël, quelle que soit l'action de son gouvernement. Et quand on voit le gouvernement israélien, cela pose un peu problème. Donc ce conflit est importé pour plusieurs raisons. D'une part, comme chacun le sait, il y a la France a la plus importante communauté juive en Europe et la plus importante communauté musulmane en Europe, et qu'il y a des solidarités qui se font. Et le CRIF, donc, appelle directement à une solidarité à Israël. La solidarité des musulmans avec la cause palestinienne, elle est diverse. Elle n'est pas tellement au point des institutions. Jamais Boubaker n'interviendra là-dessus. Elle est plus le fait d'individus ou d'associations, mais pas sur les institutions dites représentatives. Donc il y a, malgré le fait qu'il y ait beaucoup plus d'Arabes et de musulmans en France que de Juifs, le poids en faveur de la Palestine est moins fort parce qu'il n'y a pas cette solidarité institutionnelle au plus haut point. Bon, mais dire qu'il ne faut pas importer le conflit, on voit bien, et mes pérégrinations pour publier ce livre montrent bien que le conflit est déjà importé, puisqu'il y a eu des peurs. Tu me dis que toi-même, tu as une conférence que tu devais faire qui a été annulée. Moi-même, je devais faire une conférence que j'avais acceptée à la bibliothèque des Lilas, mais plus en disant, bon, il faut aller aussi en banlieue faire des conférences, etc. Ça a été annulé à la demande du maire. Alors donc, quand on pense, et c'était même pas une conférence sur le conflit israélien, c'est une conférence sur les conflits dans le monde. Et donc, une conférence... bon, il y a eu des pressions, apparemment. Alors, il peut y avoir des pressions, mais qu'est-ce qui est plus grave qu'il y ait des pressions que les élus y cèdent, alimentant, là encore, ce qu'ils disent vouloir combattre. Et donc, je veux dire que l'on puisse penser qu'une conférence sur les conflits dans le monde devant 130 personnes constitue un danger. Et j'imagine que ceux qui ont interdit la conférence, le 11 janvier, manifestaient en disant « Je suis Charlie ». C'est probable. Et donc, on voit bien quand même que ce conflit est importé. Et avec le résultat des élections qui viennent d'avoir lieu en Israël, eh bien, soyons clairs, la paix n'est pas près de survenir entre Israéliens et Palestiniens. Parce que les protagonistes n'en veulent pas, notamment les Palestiniens sont très divisés, les Israéliens sont plus unis, mais dans le sens de ne pas aller vers la paix. Barack Obama semble impuissant jusqu'à la fin de son mandat. Si c'est un républicain ou Hillary Clinton qui le remplace, on peut craindre qu'il n'y ait pas une motivation supplémentaire d'agir. Les Européens sont pour l'instant eux-mêmes impuissants volontairement. Le monde arabe ne bouge pas, ou une partie d'entre eux finalement a été muet. Une sorte de silence approbateur lors des bombardements sur Gaza. Donc on voit que la situation sur place n'est pas prête de bouger dans un sens positif. Donc on a à vivre avec ce conflit. Le conflit existe, il est importé. Il est importé, et d'ailleurs je trouve contradictoire que les institutions officielles juives ou les intellectuels organiques de la communauté disent « n'importons pas le conflit » dans un premier temps, ensuite proclament leur solidarité très forte avec Israël, ce qui est quand même une forme d'importation du conflit. Et là où certains d'entre eux, pas tous honnêtement, mais certains d'entre eux, de surcroît, font la guerre à ceux qui n'ont pas les mêmes positions qu'eux, en traitant d'antisémites ceux qui exercent une critique du gouvernement israélien. Avec cet amalgame qu'il faut absolument refuser entre antisionisme, antisémitisme et critique du gouvernement israélien. Une fois encore, si quelqu'un qui critiquerait Poutine pour ce qu'il fait en Crimée, on ne dirait pas qu'il fait du racisme anti-russe ou anti-slave ou anti ce que vous voulez. Quelqu'un qui critiquerait Hollande pour sa politique, je sais pas, au Mali ou n'importe où, on ne dirait pas qu'il fait du racisme anti-français, etc., etc. Vous prenez tous les conflits dans le monde, jamais on dirait que la critique politique, diplomatique d'un gouvernement s'assimile à la mise en cause de l'État en tant que tel, l'antisionisme, ou du peuple qui habite dans cet État, l'antisémitisme. Donc il y a bien des différences. Alors qu'il y ait des antisionistes qui soient également antisémites, bien sûr. Qu'il y ait des gens qui critiquent le gouvernement israélien et qui soient également antisémites, c'est certain. Mais ce n'est pas la majorité de l'espèce. C'est que la plupart de ceux qui éprouvent un sentiment de solidarité avec les Palestiniens n'ont rien à voir, dans leur immense majorité, n'ont rien à voir avec cela. Et d'ailleurs, il faut aussi remarquer, par rapport à ces catégories tout à fait enfermantes,
qu'il y a de nombreux juifs dans les actions de solidarité avec les Palestiniens, et souvent au premier rang, et que dans celle-ci, il y a, moi je vois, comme tu le vois toi-même, j'imagine Jean-Paul, avec les étudiants, et ça a été renforcé par ce qui se passait cet été, de même que dans un temps plus ancien où, jeunes et sémillants, nous manifestions contre la guerre du Vietnam sans être asiatiques, il y a des gens qui manifestent contre l'occupation israélienne des Palestiniens sans être musulmans, sans être arabes, simplement parce que l'occupation d'un peuple qui va, c'est pas une question d'Israéliens-Palestiniens, l'occupation militaire d'un peuple par un autre génère nécessairement des comportements abusifs, de la répression, surtout si ça se prolonge sur le long terme et qu'il y a un sentiment d'impunité. Donc il y a ce genre de choses contre lesquelles, bien sûr, on se révolte. Et là, nous sommes dans une situation où, avec les attentats de janvier en France, on voit il y a un peu un paradoxe à la fois inquiétant. L'antisémitisme, globalement, a reculé en France. Chaque année, au dîner du CRIF, on dit qu'il monte. Ce n'est pas tout à fait comme cela que les choses se passent. Globalement, l'antisémitisme baisse parce que dans tous les sondages, les clichés antisémites ou les réflexes du type « je ne voudrais pas que mon fils ou ma fille se marie avec un juif ou une juive, je ne voudrais pas pour lui parce qu'il est juif », tout ça baisse. Rappelons-nous, en 67, quand Edgar Morin écrit La rumeur d'Orléans, on ne pourrait plus aujourd'hui envisager qu'une rumeur court dans les médias disant que des marchands de vêtements juifs enlèvent des jeunes filles pour se livrer à la traite des blanches. Enfin, le journal qui oserait reproduire la rumeur fermerait immédiatement. Donc, quand même, on est à un changement d'époque. Quand De Gaulle rompt avec Israël en 67, la France est encore largement antisémite et pro-israélienne. Aujourd'hui, les sentiments antisémites ont globalement baissé, même si, et c'est le cruel paradoxe, il y a des juifs qui ont peur parce qu'ils sont juifs et qu'on a tué des juifs uniquement parce qu'ils sont juifs, soit à Toulouse, soit à Paris. Toulouse, il y a 2 ans, à Paris, là. Et donc, il y a ce paradoxe d'un sentiment global antisémite qui a baissé, mais en même temps que les juifs peuvent avoir peur pour leur vie uniquement parce qu'ils sont juifs, ce qui n'était pas le cas auparavant. Et du côté des Arabes et des musulmans, il est certain qu'ils subissent des discriminations que toutes les études sérieuses le montrent, surtout quand elles viennent de l'étranger, mais enfin, y compris quand elles viennent de France. Et en même temps, il y a quand même, quand je discute avec des jeunes, je leur montre quand même le progrès qui a été fait. C'est-à-dire qu'il y a 20 ou 30 ans, il y avait entre 25 et 30 Arabes qui étaient tués pour des motifs purement racistes, dans la plus parfaite impunité par an. Au moins, ceci n'arrive plus. Et il y a aujourd'hui de nombreux Arabes qui sont médecins, avocats. Il y a encore un plafond de verre pour les parlementaires, pour les chefs d'entreprise, pour les généraux, pour les préfets. Mais au niveau moyen et moyen supérieur, quand j'étais au lycée, à Mantes-la-Jolie, au Val-Fouré, il n'y avait pas d'Arabes dans le lycée classique. Ils allaient au lycée technique pour apprendre à être tourneur-fraiseur et bosser chez Simca ou chez Renault après. Maintenant, il y a quand même toute une classe moyenne. L'intégration se fait. Donc, il y a toujours des sentiments anti-musulmans qui sont assez forts et on le voit au quotidien et certains l'alimentent par leurs déclarations, etc. Mais même si ça a baissé, et il y a moins d'antisémitisme, par contre, le soutien à Israël. Il y a moins d'antisémitisme, mais il y a effectivement cette peur pour les juifs de pouvoir être attaqués parce que juifs. Mais globalement, le soutien à Israël a diminué dans la société. Et c'est ce qui crée un peu aussi cette crispation, c'est que comme le soutien à Israël a diminué dans la société, le réflexe, c'est de traiter... Et que les sentiments antisémites ont baissé, le réflexe de plus en plus fréquent, c'est de traiter d'antisémites ceux qui s'opposent à la politique israélienne. Et donc là, on est dans un climat qui est particulièrement dangereux, parce que ce type d'accusation, à force de les sortir, deviennent finalement, elles s'émoussent, elles n'ont plus leur caractère fort. Et si tous ceux qui protestent contre la politique israélienne à Gaza sont des antisémites, alors il y a effectivement une vague d'antisémitisme. Ce n'est pas le cas. Et donc, ce type de confusion à la fois intellectuelle et politique vient plutôt nourrir un problème qui vient apporter une solution. Et donc, je crois qu'il est extrêmement important, comme le problème devant nous par rapport à la société française, peut-être de fixer quelques règles et d'admettre que chacun doit être libre d'exprimer une solidarité avec ceux avec lesquels il veut. Et qu'on est libre. Moi, c'est pas mon choix, mais si des gens estiment que Netanyahou est un homme de paix, que son gouvernement est équilibré, etc., ce n'est pas mon opinion.
mais je n'irai pas empêcher quelqu'un de dire ça et de le penser. Mais au moins que l'on ne vienne pas, à l'inverse, considérer comme un dangereux antisémite quelqu'un qui vient faire une conférence sur les conflits dans le monde, qui venait principalement parler d'Ukraine, etc., et qu'on n'aille pas cette accusation qui, une fois encore, à force de tirer sur la corde, eh bien, on vient banaliser cette accusation d'antisémitisme et quelque part lui donner un champ plus ouvert. Il est certain qu'il y a dans certaines catégories, dans certaines cités, je le vois quand je fais les conférences, j'entends souvent, c'est les juifs qui tiennent les médias, il y a des analyses globalisantes qui sont faites et il faut aller au contact de ces jeunes pour leur montrer que ce n'est pas vrai. Mais pour ça, il faut être autorisé à faire des conférences, si on les interdit. Et donc quand on discute, et effectivement, il y a un antisémitisme un peu radical qui s'est développé. L'antisémitisme au global a diminué, mais un antisémitisme radical s'est augmenté dans une partie de la population qui tient au sentiment du deux poids, deux mesures, qui tient à l'importation du conflit, qui tient au fait que les médias et les responsables politiques sont accusés, et pas toujours à tort, de réagir avec beaucoup plus de vigueur lorsqu'il y a un acte antisémite que lorsqu'il y a un acte islamophobe, que même le terme d'islamophobe a été très longtemps banni, et que le fait de ne pas utiliser... Je veux dire, on peut discuter sans fin sur la critique de la religion, mais quand on agresse une jeune femme dans la rue parce qu'elle porte un voile, c'est bien parce qu'elle montre sa religion et qu'on l'attaque physiquement à cause de sa religion. Donc et dire que c'est le faux argumentaire de dire que c'est l'ayatollah Khomeini qui avait inventé ce terme, alors que le terme remonte au début du XXe siècle, on montre bien cela. Et nier le terme revient pour beaucoup à nier le phénomène. Et donc, et là, je pense, Hollande, pour lequel j'ai été assez critique lors de la gestion de la guerre de Gaza, au moins en utilisant le terme en janvier, est venu peut-être rétablir une balance, etc. Et donc, il faut pouvoir admettre que chacun est libre de s'exprimer en faveur de librement sur le conflit, et que plus on voudra interdire le débat sur ce conflit, plus il se déroulera. On ne peut plus aujourd'hui interdire des débats, si on n'a jamais pu le faire. Et donc, s'il n'y a pas des débats ouverts, officiels, libres, contradictoires, ils auront lieu d'une autre façon. Ils auront lieu par chuchotement, par rumeur, par alimentation du théorie du complot, etc. Et à chaque fois qu'il y a ce type de censure, enfin, je veux dire, censurer une conférence où il y a 130 personnes, mais franchement, quel est l'enjeu? À quoi pensent les gens qui font ça? Et bon, je me rappelle les conférences de Stéphane Hessel qui avaient été interdites à l'École normale supérieure. Finalement, on a beaucoup plus parlé de la conférence, d'ailleurs, que si elle s'était déroulée. Et donc, mais bon, je veux dire, que l'on puisse quand même... dans la France, c'était il y a 3 ans, je crois, interdire, enfin j'en parle en ligne, interdire une conférence portée par Stéphane Hessel en disant ça va apporter des problèmes. Là, on dit oui, il y a vraiment un problème dans la société française, parce que si on en est à ce stade de censure, d'autocensure, de peur, et bon, il y a vraiment un vrai problème, et ça prouve bien que finalement, oui, la France est bien malade du conflit israélo-palestinien si on en est à censurer Stéphane Hessel à l'École normale supérieure. Je crois que cette simple évocation montre les limites de la stupidité, peut-être même de l'ignominie à laquelle nous sommes parvenus sur ce conflit. Et donc, il faut évidemment interdire et être tout à fait sévère avec toutes les violences, avec tous les discours de haine, avec tous les actes et paroles racistes et antisémites. Et je pense que la plupart des organisations, enfin toutes les organisations qui ont pignon sur rue, il y a peut-être quelques groupuscules qui ne font pas ça, mais toutes les organisations sérieuses de solidarité avec la Palestine font une chasse très sévère dans leur rang et aux alentours avec ceux qui ont une parole antisémite, alors qu'on entend parfois de l'autre côté des propos plutôt globalisants sur les Arabes et les musulmans ensemble. Bon. Donc permettre tous les débats et interdire toutes les insultes, toutes les violences, mais la pente vers laquelle on est, de dire « Ah, c'est trop sensible, donc il ne faut pas en parler », me paraît être exactement l'inverse de ce qu'il faut faire. Il me paraît exactement ce qui va conduire à aggraver le mal et à conduire à une radicalisation de ceux qui estimeront qu'on les prive d'expression, de parole ou d'écoute. Donc il faut vraiment faire l'inverse et
dans la mesure où malheureusement on peut craindre que ce conflit soit pour longtemps devant nous, voir un peu comment établir des règles saines du débat sur ce conflit en France, qui ne doit pas être tabou, qui ne doit pas être interdit, qui ne doit pas être, bien sûr, l'occasion de violences et d'insultes, mais plus on l'interdira, plus on développera la frange la plus radicale des uns et des autres. Je te remercie. Il faudrait juste te relancer sur une chose, enfin une ou deux choses. La première, c'est que tu as évoqué François Hollande. Et j'ai le sentiment que depuis 2012, et même à mon avis depuis l'époque de Sarkozy, il y a eu un sensible infléchissement de la position française à l'égard du conflit israélo-palestinien, et que peut-être cet infléchissement, à son tour, a été quelque peu, disons, aménagé après, mais après seulement la guerre de Gaza. Et j'aurais voulu avoir ton sentiment là-dessus. Oui, je partage tout à fait ce sentiment. François Hollande, qui quand j'ai eu mes problèmes au PS, m'a soutenu. Je le reconnais, il m'a soutenu. Il était membre du conseil d'Iris. Il n'a pas voulu démissionner alors qu'il a eu de fortes demandes pour le faire. Et il est resté jusqu'au bout de ses 3 mandats. Donc, si tu veux, il n'avait pas un tropisme dans un sens ou un autre, et en tous les cas, pas celui de céder à des pressions que l'on peut connaître. Dans ses propositions, il y a la reconnaissance de la Palestine. Et moi, ma première surprise, ça a été lors du premier discours devant les ambassadeurs. C'est ce rendez-vous annuel où le président vient un peu faire... c'est pas le discours d'état de l'Union pour le président des États-Unis, mais un petit peu, c'est son rendez-vous diplomatique. Et là, François Hollande avait parlé du droit de l'autodétermination des Palestiniens, était revenu en arrière par rapport aux positions officielles françaises, y compris de Sarkozy, qui était pourtant considéré comme très pro-israélien. Et en fait, j'ai appris par la suite qu'il avait corrigé lui-même le texte de son discours. Donc on dit parfois ce sont ses conseillers néoconservateurs. Non, non, je veux dire, les hommes d'État, enfin, ou les responsables politiques ne répètent pas, ils choisissent leurs collaborateurs. Et donc dire que parce qu'il y a des diplomates néoconservateurs, Hollande aurait dit ça, non. C'est que d'une part, il aurait choisi en connaissance de cause des néoconservateurs. Et en plus, là, c'était Paul Jean Ortiz, malheureusement disparu l'été dernier, qui avait fait le discours. Et Hollande a changé de sa main directement le conflit. Il y a eu la scène à laquelle tu as failli assister de ce grand dîner chez Netanyahou, ou des chansons où on a vu Hollande, et bon, je veux dire, maintenant on ne peut pas cacher grand-chose. Et donc c'est vrai que beaucoup ont été choqués de voir, parce que enfin, Netanyahou n'est quand même pas membre de l'Internationale socialiste, que je sache. Et là aussi, il y a quand même une sorte... On voit bien l'exception israélienne, c'est qu'on a snobé l'Autriche, on a mis l'Autriche à l'écart de l'Europe lorsque l'extrême droite a fait son apparition au gouvernement autrichien, mais l'extrême droite est présente dans le gouvernement israélien depuis longtemps. Et Bernard-Henri Lévy parle toujours d'islamo-fascisme, mais il y a des gens qui peuvent être considérés comme des fachos de l'extrême droite quand même dans le gouvernement israélien. Bon. Et donc là, beaucoup ont été choqués de voir Hollande, qui ait une visite en Israël, c'est légitime, c'est normal, les États sont les États. Mais afficher cette solidarité complice a été un peu un sujet de perturbation. Et puis aussi les premiers mots, le premier communiqué à chaud pendant la guerre de Gaza, en accordant à Israël ce que chacun peut lui reconnaître, le droit à la légitime défense, mais le droit à la légitime défense est forcément encadré, et c'est pas open bar pour bombarder des populations civiles. Tout ceci a beaucoup choqué, beaucoup surpris, et chacun s'interrogeait comment Hollande avait, un, changé de position lui-même, et deux, était en deçà par rapport à Sarkozy, qui avait lui-même parlé de Gaza comme une prison à ciel ouvert, alors qu'il était... Bon, et en fait, je pense qu'il y a une rupture dans la politique étrangère française par rapport au conflit israélo-palestinien. Alors, bien sûr, on va vous dire que l'objectif reste le même. Bien sûr. On ne va pas dire qu'on est contre la paix. On ne va pas dire qu'on est pour l'annexion de Jérusalem, etc. Donc, les 2 États, etc., tout ça, Jérusalem, capitale des 2 États, tout ça reste la position officielle française. Pour moi, la rupture, elle ne vient pas de 2007 avec l'élection de Sarkozy, elle vient de 2005. Et du voyage que Chirac fait aux États-Unis. Il est affaibli politiquement, personnellement. Il subit une très forte pression des organisations américaines. Et alors qu'il avait été très courageux et très fort pour s'opposer aux États-Unis lors de la guerre d'Irak, entre l'assassinat d'Hariri, son accident, l'échec au référendum, il se sent affaibli. Il va y avoir un tournant. La position officielle française ne va pas changer, mais la France va être moins active dans la recherche
d'une solution. Et la France, qui avait été toujours un peu l'avocat de la paix et donc des Palestiniens, parce que c'est quand même eux qui sont occupés, jusqu'à preuve du contraire, la France, là, dès 2005, et donc c'est Villepin, c'est Chirac, qui... et à l'époque, d'ailleurs, la France choisit de découpler les relations bilatérales israélo-françaises, franco-israéliennes, de l'analyse du conflit. Un peu comme si on avait dit, on a des rapports tellement historiques avec les Serbes, on n'est pas d'accord avec eux sur le Kosovo et sur la Bosnie, mais bon, voilà, on n'est pas d'accord, mais nos relations bilatérales vont rester excellentes. Bon, c'est ce qu'on fait avec Israël. On n'est pas du tout d'accord sur le conflit, sur les solutions ou nos solutions, mais dans les relations bilatérales, il n'y a aucune répercussion. Donc là aussi, une nouvelle exception. Et le côté positif que je vois, c'est qu'après les attentats de janvier, Hollande, dans son discours devant la représentation diplomatique, puis à l'Institut du monde arabe, dans un grand colloque qui était prévu depuis longtemps et que le hasard du calendrier a fait juste une semaine après les attentats, a eu des mots très très forts sur le fait que ces conflits mal éteints, non éteints, étaient une des causes du terrorisme, donc en liant quand même, pas uniquement, mais en partie, le terrorisme et cela, et en employant le terme d'islamophobie qui était tabou auparavant. Bon, donc il faudra voir de quoi l'avenir sera fait. Mais on voit bien, moi je pense que l'avenir, qu'est-ce qui fera changer les gouvernements? Ce sont les opinions publiques. Ce sont les opinions publiques. Quand on voit le tableau général, on parle du Hamas comme d'un mouvement terroriste, mais pas pour le Brésil, pas pour l'Inde, pas pour l'Afrique du Sud. Dans les grandes démocraties du Sud, la question palestinienne, elle est tout à fait différente de notre vision que l'on a du monde. Donc en Afrique du Sud, ils sont très concernés par cela. Au Brésil, les pays latino-américains ont pris des sanctions à l'égard d'Israël après la guerre de Gaza que les pays européens n'ont pas pris. Donc il y a des pays qui bougent un peu, les pays du Sud, oui, mais ils ne sont pas en état de peser sur cela. L'Inde, par contre, a, surtout avec le nouveau Premier ministre Modi, une relation bilatérale très forte avec Israël, qui va se renforcer. Mais ce sont, dans les pays occidentaux, ce sont les opinions qui feront bouger les gouvernements. C'est dans ce sens-là que ça se passera. Et donc, voilà. Et là, on voit bien la tentative d'interdire les mouvements d'opinion, de criminaliser la campagne BDS, par exemple, en considérant que c'est une campagne discriminatoire, la loi, la circulaire Léo Marie n'a toujours pas été abrogée, d'ailleurs. Hein. Bon, c'est quand même, ça fait 2 ans. Mais je pense que l'avenir passe par les mouvements d'opinion qui, tout simplement, parce que, voilà, c'est pas une question d'israéliens, c'est que au XXIe siècle, l'occupation d'un peuple par un autre n'est pas possible. Et bien sûr, on a toujours l'argument que tu reçois souvent, dire oui, mais il y a plus de morts en Syrie, Daesh fait plus de morts, etc. Mais ceux qui emploient cet argument, c'est eux qui font une comparaison entre le gouvernement israélien et Daesh, ou entre Bachar et le gouvernement israélien, en disant que l'on proteste. Nous, on proteste aussi bien contre Bachar, contre Daesh que contre le gouvernement israélien, sauf que Daesh et Bachar ne se réclament pas du monde occidental. Et donc, je dirais que le not in my name, il est aussi là. C'est que, bien sûr, contrairement à ce que pensent ceux qui veulent nous caser dans un camp, la plupart de ceux qui soutiennent la Palestine sont critiques de Bachar el-Assad. Mais une fois encore, Bachar n'a jamais dit qu'il était la seule démocratie du Proche-Orient et qu'on devait être solidaire de lui à cause de cela. Alors, juste un mot à propos de ce que tu as dit sur Hollande et puis l'opinion publique. Il y a eu quand même un phénomène tout à fait nouveau, surtout quand on connaît un peu de l'intérieur le Parti socialiste, qui est ton cas un peu, qui fut le mien autrefois, dans une autre vie. Et le Parti socialiste est quand même très, très arc-bouté sur une défense d'Israël, pour des raisons historiques qu'on peut tout à fait comprendre. Et là, il y a eu tout de même, à l'initiative d'un certain nombre de députés et de sénateurs, des résolutions qui sont passées et à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et donc, si ils ont voté quasiment à l'unanimité, tous ces députés, tous ces sénateurs socialistes, c'est qu'effectivement, ils l'ont fait parce qu'ils savent bien que leur électorat est plutôt en faveur. Ils n'auraient jamais pris une position frontalement contre leur électorat. Et en même temps, ça montre une avancée de la prise de conscience en France de la question, parce que ces résolutions, à mes yeux, en tout cas, sont assez équilibrées. Donc on a aujourd'hui des prises de position du Parlement français, et puis il y a eu d'autres prises de position en Europe, et pourtant, et ces résolutions, elles demandent la reconnaissance bilatérale d'un État. Sur le plan juridique, c'est assez fondamental. Or, on a le sentiment que Hollande
n'est pas prêt à le faire. Autant les quelques contacts que j'ai eus avec quelques-uns de ces députés ou sénateurs me disent on travaille à essayer de le convaincre. Ça en dit long, la formule, mais pour l'instant, on n'aboutit pas. Or, je crois que ça serait extrêmement important, à l'image de la Suède, par exemple, qui a une vraie politique étrangère, je trouve, pas simplement parce qu'elle a eu indépendante, je veux dire, qui a une capacité à dire les choses. J'ai le sentiment que, malgré les évolutions que tu signalais, qui me paraissent importantes depuis quelques mois, de François Hollande là-dessus, on reste tout de même dans une espèce de réserve que je trouve dommageable, pas simplement par rapport au thème qu'on évoque aujourd'hui, mais globalement par rapport au rôle de la France dans cette affaire. C'est vrai qu'au global, Hollande, je trouve qu'au global, il réussit plutôt sur la politique étrangère, mais c'est pas un militant gaulo-mitterrandiste. Il n'a pas une vision, il fait plutôt du coup par coup, c'est un pragmatique en diplomatie comme pour le reste. Donc, grosso modo, il prend dossier par dossier. Il n'a pas cette architecture gaulo-mitterrandiste d'ensemble. Oui, le PS a changé, parce que quand je l'ai quitté en 2003, la résolution qui a été adoptée aurait été adoptée par une dizaine de députés. Là, il y en a une dizaine qui l'ont refusée de sénateurs. Et quand on dit ils ont cédé à l'électorat, alors d'une part, en démocratie, c'est pas toujours mauvais. Bon, voilà. Mais surtout, ceux qui n'ont pas voté pour, on voit quand même qui c'est. Cet argument que c'est une dérive électoraliste, c'est que pendant des années, moi, ce qu'on me dit au PS, on est d'accord avec toi, mais tu comprends, pour des raisons électorales, on peut pas changer parce que les parlementaires étaient, notamment ceux qui ont une communauté, étaient persuadés, aussi bien à tort qu'à raison, que l'électorat juif n'accepterait pas cela, etc. Et donc, ceux qui faisaient l'électoralisme, c'est ça. Et donc là, on a un peu, d'ailleurs, on est à front renversé, puisque là, le PS est en train de se DSFiotiser, quelque part, en revenant à des... Bon, c'est Mitterrand qui avait imposé sa ligne. Quand il a imposé sa ligne au PS, les gens n'osaient pas critiquer Mitterrand. Mais je veux dire, en 82, à mon avis, une majorité de parlementaires, lorsqu'il est parti à la Knesset, il a parlé de l'État palestinien, étaient contre. Et quand la France a reçu Arafat en 88, la majorité des parlementaires, s'il y avait eu un vote au Parlement, les parlementaires socialistes auraient refusé. Donc là, on voit qu'il y a un vrai changement. Et à l'inverse, on voit que c'est à l'UMP, où à part quelques personnes courageuses, c'est l'UMP qui rompt avec De Gaulle en devenant très pro-israélienne. Alors plus Sarkozy que Juppé, bien sûr. On voit bien, mais il faut remarquer qu'au Sénat, la résolution n'aurait pas pu être adoptée si quelques parlementaires de droite, de la majorité sénatoriale, n'avaient pas voté en faveur. Qu'est-ce que ça va donner tout ça? Mais là, on voit bien effectivement qu'il y a une dégaullisation de l'UMP ou de ce qui va devenir, je ne sais pas trop quoi, les Républicains, au global. Et effectivement, une rupture avec la SFIO de la part du Parti socialiste, même s'il y a encore des poches de résistance qui sont très fortes. Et le maire qui a interdit ma conférence est PS. Juste encore un mot là-dessus, après on ouvre là. C'est que tu évoquais François Mitterrand en 1982, qui a fait un discours à la Knesset, qui était tout de même un discours très, très important, qui avait une vraie vision et qui disait les choses telles qu'elles étaient. Enfin, c'était un discours important. Et j'ai assisté au discours de Hollande à la Knesset. Franchement, c'était de l'eau tiède. Alors même que la réalité politique fait que Mitterrand avait le parti contre lui, mais ce n'était pas son problème. Il était président de la République. Et là, on est dans une sorte... Tu parles de front renversé, mais en voilà un autre. Le président pourrait largement s'appuyer sur son parti pour aller plus loin, pour avoir effectivement une vision forte, quoi. Mais Mitterrand, qu'il décide de recevoir Arafat en 88, Théo Klein, qui est quand même plutôt un modéré, Théo Klein avait protesté au nom du CRIF sur la venue d'Arafat. Mitterrand lui avait expliqué qu'il faisait le pari d'une intégration d'Arafat. Et il avait dit, mais de toute façon, je ne réagis pas en fonction du poids des communautés, je fais la politique de la France, et si les communautés veulent protester, elles protestent. J'agis à ma manière. Et De Gaulle n'avait pas été demandé, effectivement, l'avis des uns et des autres avant. Bon, donc là, il y a effectivement une plus grande prudence qui est faite, et je veux dire, c'est effectivement, il y a plus cet élan. Mais une fois encore, cette absence d'élan date de 2005. Il est relayé, mais ça bouge, notamment chez les jeunes parlementaires. Moi, je vois le nombre de parlementaires qui me disaient en 2003-2004, je suis entièrement d'accord avec toi, mais je ne pourrais jamais le dire publiquement, ou d'universitaires que tu connais, ou de journalistes. Le vrai test, en fait, c'est ça pour... c'est est-ce que les gens s'expriment librement sur le conflit israélo-palestinien. Pour moi, c'est un test seulement de prise de responsabilité et de courage. Et ceux qui vont... parce que dire qu'on est pour la paix, etc., ok, personne ne va dire je suis pour la guerre. Bon, les discours sur la paix, après, il faut voir, ok, tu es pour la paix, mais selon toi, où sont les problèmes, où sont les difficultés? Je cite dans le livre, et j'ai en mémoire
universitaires très en cours dans les médias, qui parlent toujours d'islam, etc., islam modéré, qui était venu me voir. On était un colloque à l'étranger, donc c'est là on voit plus les collègues qu'à Paris, et il m'avait tenu le bavoir en tenant des propos qui étaient, je dirais, limites. Enfin, ou même, je pense que la limite était franchie sur l'opposition aux juifs, etc. Mais quelqu'un qui est bien en cours et tout, et qui passe pour un modéré, etc. Et j'avais été le voir après. J'ai dit, au fait, on organise un colloque sur le conflit israélo-palestinien dans 2 mois. Est-ce que tu veux venir? Usain Bolt avait été dépassé, il avait fui. Et plein de gens n'osent pas s'exprimer là-dessus. Et pour moi, quelqu'un qui parle des problèmes de société, d'islam et tout, qui refuse de s'exprimer là-dessus, pour moi, c'est le test du courage ou non. Bien. Je vous propose qu'on... Je vais me taire, j'ai encore d'autres choses à dire, mais vous êtes ici pour pouvoir dialoguer. Donc, je vous demande simplement de faire des interventions relativement courtes. Nous avons, disons, 40 minutes, ce qui est pas mal, mais ça sera encore mieux si on a des expressions courtes. Alors, monsieur, déjà... Enfin, dans son grand intérêt pour traiter, au fond, le conflit israélo-palestinien, nous avons reçu ici même Barnavi, il y a quelques jours, et parmi les propos qu'il a prononcés, il y en a un certain nombre qui m'ont étonné, comme par exemple la position israélienne, c'est d'estimer actuellement qu'on n'est pas... que pour danser le tango, il faut être 2. Bon, ce faisant, il a repris actuellement Israël, donc n'aurait pas la possibilité de négocier quoi que ce soit. Il a évoqué, il n'a pas évoqué la polémique qui vous avez opposée dans Le Monde, et j'aimerais que vous reveniez là-dessus, parce que quels sont les arguments que Barnavi avait écrits dans Le Monde qui ont motivé votre réponse? En plusieurs questions, ou bien qu'est-ce que tu préfères? Je sais pas le mettre. Non, je ne sais pas le mettre. Peut-être je réponds à une question. Ouais, après, je vais oublier. Voilà. Alors, effectivement, quand j'entends Barnavi, ou quand mes proches entendent Barnavi maintenant, ils disent, mais est-ce que c'est le même que celui qui t'avait voué aux gémonies? Mais à l'époque, il était ambassadeur de Sharon, ce qu'il a accepté de continuer à être. Bon, et donc... voilà, quand on est ambassadeur de Sharon, on n'est pas un intellectuel dégagé de tout et qui s'exprime sur le plan intellectuel. Donc, il m'avait simplement accusé d'avoir une vision globale d'Israël, d'être antisémite, etc., dans cette polémique. Et là, aujourd'hui, je disais des choses, il est beaucoup plus sévère à l'égard des gouvernements israéliens maintenant que je ne l'étais à l'époque. Et il a postfacé le bouquin de Régis Debray, alors qu'effectivement, il aurait certainement cloué Régis aux portes d'une grange quand il était ambassadeur. C'est bon. Donc il a changé dans le bon sens, tant mieux, sauf qu'il est plutôt isolé maintenant. Bon, moi, voilà, quand je le revois, il m'a beaucoup créé du tort, tout simplement. Mais là aussi, on voit, est-ce que vous imaginez d'ailleurs l'ambassadeur d'un autre pays s'attaquer à un intellectuel français pour dire monsieur, vous êtes raciste, et voilà. Et l'IRIS a failli disparaître à cette époque. On a eu vraiment les pires problèmes. On a vraiment failli disparaître. Voilà, maintenant, quand je le vois, je peux discuter tranquillement avec lui. Je préfère ça. Moi, tous les gens qui m'ont attaqué, je peux discuter avec eux. S'ils l'acceptent, la vie est faite de cela. Et comme je réclame le débat, je ne vais pas le refuser lorsqu'il est possible, au contraire. Mais effectivement, ça avait été plutôt funky, enfin plutôt rocky à l'époque, parce que quand l'ambassadeur d'un pays comme Israël vous accuse d'être antisémite dans première page du Monde, je peux vous dire que vous recevez pas mal de mails, pas toujours aimables, des menaces, et que ça vous atteint vous, ça atteint votre famille, etc. C'est sûr. Oui, 2 choses. D'abord, vous avez parlé, enfin, le titre de votre bouquin, c'est « La France malade du conflit israélo-palestinien ». Vous avez parlé de symptômes tout de suite à propos des difficultés de débattre. Sur les causes, probablement, il faudrait voir du côté du 2 poids 2 mesures, etc. Est-ce que vous pourriez préciser un peu l'étendue de la maladie à votre sujet? C'est-à-dire, quand vous dites la société française malade du conflit israélo-palestinien, est-ce que vous pourriez aller un peu plus loin que le symptôme qu'est le refus de débat et parler de l'étendue de la maladie? Quels sont les organes atteints pour filer la métaphore? Deuxième question, j'ai entendu il y a déjà pas mal de mois Nishim Zvili, qui était ancien ambassadeur aussi à Paris, et qui disait en tant qu'Israélien, ça me fait mal de vous dire ça, mais la seule solution, c'est qu'il y ait des pressions suffisantes sur le gouvernement israélien pour le faire bouger.
Bon, donc je voudrais savoir votre avis là-dessus aujourd'hui. Quels seraient les types de pression efficaces pour faire bouger le gouvernement israélien? Alors, Nissim Tzvi avait succédé à Eli Bardavi comme ambassadeur d'Israël en France et il avait pris contact avec moi. Je l'avais invité à s'exprimer devant les étudiants et il m'avait invité d'ailleurs à la réception pour la fête nationale israélienne dans l'ambassade. Je m'y étais rendu. Il y avait deux types de réactions. Des gens qui se demandaient, enfin, que c'était un peu comme s'il y avait Rocco Siffredi au couvent, quoi, et d'autres qui étaient plutôt contents de voir qu'il pouvait y avoir du dialogue, etc. Bon. Et Nissim Tzvi est un vrai partisan de la paix. C'est pas un partisan hypocrite de la paix comme certains. D'ailleurs, le débat qu'il a eu avec Finkielkraut et Bernard-Henri Lévy sur les chaînes d'I24 qui tournent sur les réseaux sociaux, où vous avez Finkielkraut et BHL qui soutiennent les bombardements sur Gaza et Nissim Tzvi qui dit on n'arrivera à rien là-dessus et que c'est à front renversé. Mais sauf que lui, c'est un vrai partisan de la paix, c'est pas un partisan en parole. Et donc oui, puisque les gouvernements font rien, c'est la pression sur les campagnes d'opinion publique, BDS, etc., qui feront effet. Alors en quoi la société est malade, une fois encore, c'est les gens qui ne se parlent plus, qui se divisent. En fait, pourquoi j'ai voulu refaire ce bouquin, c'est pour un exemple tout à fait concret et personnel qui touche un de mes fils. J'avais un de mes fils qui était à l'époque en seconde et qui me dit qu'une de ses copines veut faire un stage, les stages que les gens font en seconde, qui durent 15 jours, qui sont plutôt une plaie pour la boîte qui le reçoit, parce qu'ils ne peuvent rien faire, même ils ne savent même pas faire le café, et encore moins les photocopies, mais bon, on s'en occupe, bon, c'est des stages citoyens, quoi. Et j'ai dit, bah, écoute, très bien, parce qu'elle s'intéressait à la géopolitique. Et puis, un peu plus tard, je lui dis, t'as des nouvelles? Elle dit, ah bah non, elle veut pas venir, parce qu'elle pense que t'es antisémite. Je dis, bon, ok. Et finalement, la gamine est quand même venue après, elle veut faire son alia, puis elle a vu qu'à l'Iris, il y avait un peu de tout, et que j'avais pas le portrait d'Hitler dans mon bureau, etc. Et donc, elle s'est rendue compte, elle avait dépassé cela. Moi, ce que je reproche aux inconditionnels du gouvernement israélien, c'est qu'ils mettent Israël entre les Français et les autres. Et que si on continue comme ça, si on présente comme antisémites tous ceux qui sont en désaccord avec Netanyahou, nos enfants seront plus capables d'être dans des bonnes relations, d'être amis, si ils ne sont pas d'accord. Moi, j'ai un autre exemple concret. J'ai vécu de 79 à 85, rue des Écouffes, entre la rue des Rosiers et la rue de Rivoli, parfaitement bien accueilli. Je venais de banlieue, je finissais mes études, je commençais, et voilà, dans ce quartier qui était mélangé, parce qu'il y avait autant d'Ashkénazes que de séfarades, j'ai été extrêmement bien reçu et j'ai développé pendant ces 6 années des relations extrêmement chaleureuses avec les voisins, les commerçants, etc. Je ne serais plus capable d'y habiter aujourd'hui. Et moi, je n'ai pas changé. Mais avec des bouts de feu, des gens qui attisent la haine en permanence contre ceux qui sont critiques du gouvernement israélien, aujourd'hui, il ne me serait plus possible de vivre dans un endroit où j'ai vécu heureux pendant 6 ans, en parfaite bonne harmonie et tout à fait bien accueilli par mes voisins qui étaient contents de voir un petit jeune arriver, qui m'ont aidé, etc. C'est plus possible. Et moi, honnêtement, j'ai pas changé. Ma vision s'est développée parce que j'ai plus travaillé depuis, mais j'ai pas changé sur les fondamentaux. Donc voilà, ces 2 exemples concrets, presque tirés du quotidien, vous montrent en quoi on est vraiment malade de ce conflit. Alors, monsieur, c'est madame. Je vais vous donner un micro parce qu'on enregistre. Je voudrais savoir quel est votre avis sur la campagne BDS et les positions aussi bien de l'Union européenne que du gouvernement français à ce sujet-là. Il y a 2 types de campagnes BDS. Il y a les produits qui viennent des colonies israéliennes dans les territoires, enfin en Palestine, puisque c'est plus les territoires israéliens, c'est la Palestine. On devrait au moins respecter ça. Et l'autre enjeu, l'autre problème, c'est est-ce que l'on passe un cran au-dessus ? Est-ce qu'on passe à une campagne de boycott des produits israéliens, un peu à l'image de ce qui avait été fait pour l'Afrique du Sud. Vous avez vu que récemment, la Fédération palestinienne de football a demandé, sujet auquel Jean-Paul est très sensible, a demandé l'exclusion de la Fédération israélienne de la FIFA parce que les Palestiniens ne peuvent pas jouer au foot. Les restrictions de circulation, etc., etc. Donc c'est par ce type de campagne qu'il faut faire pression sur l'opinion. Et effectivement, si rien n'avance avec un gouvernement d'extrême droite, il fera peut-être réfléchir à des formes plus fortes de pression populaire.
toujours, bien sûr, une fois encore, il faut des manifestations pacifiques, de sensibilisation des gens, mais cette campagne BDS fait extrêmement peur. Au-delà des déclarations officielles, ça ne nous touche pas, etc., on s'en fout, elle fait extrêmement peur aux responsables israéliens. Il y aurait une mesure à prendre qui serait assez fondamentale et assez élémentaire, c'est l'abrogation de la circulaire Alliot-Marie, parce que c'est quand même assez choquant, ça. Oui, parce que Alliot-Marie n'est plus le ministre de la Justice depuis maintenant quand même quelques temps. Bon, et Christiane Taubira, jusqu'ici, n'a pas abrogé cette circulaire. Et je pense en plus, c'est une circulaire qui, donc c'est pas un texte de loi, mais c'est une circulaire qui vient pénaliser les campagnes de boycott des produits israéliens, y compris venant des colonies. L'Europe, elle est très divisée là-dessus. Pourquoi? Parce que déjà, l'Europe était divisée par rapport à la guerre d'Irak. On était entre les pour et les contre, mais l'Allemagne était de notre côté. L'Allemagne s'interdit pour des raisons évidentes, mais qui historiquement ne devraient pas être non plus éternelles. L'Allemagne s'interdit tout différent avec Israël. Et donc les Palestiniens sont les victimes de cela. Il y a des pays plus actifs. Jean-Paul parlait de la Suède. Les pays nordiques sont traditionnellement plus, je dirais, droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, aide au Sud, etc. Et la France jouait autrefois un rôle moteur au sein de l'Union européenne qu'elle ne joue plus tout à fait maintenant. J'espère ne pas être à côté de la plaque avec ma question. En fait, dans une réunion à l'École normale supérieure le 16 mars, à laquelle étaient conviés Ronnie Broman d'une part et Agnès Levallois d'autre part, les deux se sont présentés comme favorables à un État unique en disant que la séparation de deux États leur paraissait impossible. Et ils se sont d'ailleurs référés à Shlomo Sand. Est-ce que vous pouvez nous dire votre point de vue sur ce sujet? Pendant très longtemps, ça c'est la position de... Je ne savais pas qu'Agnès Levallois avait également cette position, mais c'est la position ancienne. Oui. Non, je ne savais pas qu'Agnès Levallois avait pris cette position, mais Ronnie Broman a cette position depuis très longtemps. Moi, j'avais des doutes sur cette solution parce qu'en fait, on ne peut pas être plus palestinien que les Palestiniens. Et si les Palestiniens demandent les deux États, et on pouvait penser que demander l'État unique était aussi un facteur d'affaiblissement du camp de la paix en Israël, en disant, vous voyez, ils veulent finalement chasser les Juifs, etc. C'était un argument qui était utilisé par les opposants de la paix. Et la paix ne vient pas. Et donc, cet argument de l'État unique, et maintenant, finalement, on peut se demander si Netanyahou n'en est pas le plus fort promoteur, à refuser toute avancée sur la paix et à refuser toute concession. Je pense que dans un premier temps, il faut mieux qu'il y ait deux États. Si ensuite les gens ont dépassé leur désaccord et veulent refusionner leur État, pourquoi pas? Mais dans un premier temps, ça me paraît difficile d'avoir un seul État. Mais le choix, il n'est pas entre la situation actuelle et deux États. Là, pour l'instant, les deux États, on ne les voit pas venir. Et donc, ceux qui s'opposent aux deux États d'une façon ou d'une autre, y compris parce qu'ils pensent que l'occupation israélienne est éternelle et qu'on peut la maintenir contre vent et marée, finalement, font le lit de cette solution de l'État unique. Je vais juste rajouter un point qui est intéressant au moment des élections qui ont lieu en mars dernier en Israël, à l'initiative de certains parlementaires israéliens, notamment Lieberman. Vous savez comment ça fonctionne, les élections, c'est à la proportionnelle intégrale, et il y avait un seuil de 2%. Et on a remonté ce seuil à 3,20%, 3,25%, enfin bon. Pourquoi? Parce que jusqu'à maintenant, les partis arabes très dispersés ne dépassaient pratiquement jamais les 3%.
Et en définitive, ça a eu un effet pervers assez positif, c'est que face à cette mesure technique, qui a évidemment une finalité politique considérable, eh bien, il y a eu union des Arabes et qui ont obtenu 11 ou 12 sièges. Et donc, on a là, symboliquement, ce que pourrait être aussi la représentation là, ils sont 20% dans la population, ils ont 11 sur 120, ça veut dire 10% de sièges, ou 12, enfin ça fait 10%, quoi, si tu veux, 10% de la Knesset à peu près, 10%, et donc ça préfigure de ce que pourrait être un État où il y aurait finalement, symboliquement, une représentation arabe forte. C'est-à-dire qu'en Israël, ça a été, on s'est mis à réfléchir à ça autrement, parce que d'un coup, il y avait une visibilité, ça devenait la troisième force politique. Et s'il y avait eu un gouvernement d'union nationale, ce qui n'est pas le cas, ils auraient été la force d'opposition. Et le chef de l'opposition d'Israël a un statut particulier. Quand, par exemple, un chef d'État vient à la Knesset, le chef de l'opposition s'exprime. Donc, s'il y avait eu un gouvernement d'union nationale, le chef de l'opposition, donc l'avocat arabe, ça aurait été quelque chose de très intéressant. Donc, on a ici des préfigurations un peu symboliques. Voilà. C'est juste une remarque étant entendu que je crois que... Enfin, je ne vais pas prendre position là-dessus, mais je pense que, dans un premier temps, il faut absolument 2 États. Parce que s'il n'y avait qu'un seul État, ça serait l'État tel qu'il existe aujourd'hui, avec des discriminations, et à mon avis, ça serait un État d'apartheid. Vaste débat. Voilà. Bonjour. J'ai une question concernant l'adhésion de la Palestine à la Cour pénale internationale. Que risquent les soldats israéliens de cette adhésion? Vraiment, que risquent-ils dans le futur et le passé? Et une autre question concernant l'éventuelle création d'une force militaire de la Ligue arabe. Est-ce que ça pourrait constituer une menace pour la sécurité d'Israël? J'aime votre humour. Non, alors pour la première, Israël n'est pas parti à la CPI, donc je pense qu'il n'y aura pas d'effet. C'est comme l'avis consultatif de la Cour internationale de justice sur le mur en 2005. C'est plus en fait le droit qui est utilisé comme instrument politique pour cela. Mais si la Palestine, par exemple, les États-Unis se sont retirés de l'UNESCO parce que la Palestine y a été reçue. Si la Palestine fait pareil à l'OMS ou à l'AIEA, est-ce que les États-Unis vont se retirer? Là, je pense qu'il y a des éléments assez intéressants à pousser pour montrer la contradiction de la politique américaine là-dessus. C'est bon. Et sur votre deuxième question, voilà, les pays arabes. Souvent, dans les pays arabes, on dit ouais, que fait l'Europe pour la Palestine? Je dis mais que font les pays arabes pour la Palestine? C'est quand même aussi à vous un peu d'agir. Et donc là, on voit que cette force interarabe n'est pas du tout destinée à cela, et que de toute façon, quand bien même elle le serait, l'écart militaire, d'une part, il n'y a pas de solution militaire à ce conflit, mais de toute façon, quand les frères musulmans étaient au pouvoir en Égypte, certains disaient ah mais ils vont pouvoir faire la guerre à Israël. Non. Parce que le rapport de force militaire est tellement disproportionné en faveur d'Israël que, quelle que soit la volonté d'un pouvoir arabe, il n'a pas la capacité de s'attaquer à Israël. Merci. J'aurais beaucoup de questions. Je vais essayer de limiter. Je voudrais savoir ce que l'on dit d'abord sur les 2 États. Ou un État, on dit qu'un seul État conduirait à l'apartheid, ce qui est vraisemblable. C'est l'argument qui est retenu lorsque l'on est contre l'État unique. L'autre chose, c'est sur la frilosité de la presse écrite en France. Il est extrêmement difficile de faire paraître un article sur le sujet, notamment dans Le Monde. Je donne un exemple. Lorsque nous étions au tribunal Russell aux États-Unis, à New York, il y a eu une conférence de presse qui s'est tenue aux Nations Unies. J'avais à côté de moi Sylvain Sipel, qui est le correspondant du Monde. Et il était très intéressé, très motivé, et il nous a demandé beaucoup d'éléments que nous lui avons donnés pour qu'il fasse un article. L'article n'a jamais paru. Je suis sûre que ça ne vient pas de Sylvain Sipel. Donc là, vraiment, je ne sais pas si nous, citoyens, nous avons un pouvoir pour demander à la presse, à notre presse, d'être plus objective et plus courageuse. Vous avez parfaitement raison. Et les moyens, c'est de protester quand on voit quelque chose qui ne va pas, en
en exprimant. Et puis, heureusement, les réseaux sociaux donnent une alternative à ce qu'on pourrait qualifier de conformisme, de frilosité. Vous avez employé le terme, j'y adhère totalement. Et bon, on a des moyens maintenant de pouvoir s'exprimer, même si il y a des catégories aussi. C'est que on va accepter un point de vue critique si c'est un point de vue israélien ou d'un juif français, pas si c'est... Il y a des codes comme ça un peu stupides aussi dans la presse. Mais quand il y a des choses qui sont tout à fait inadmissibles, il faut le faire savoir, puisque les médias sont aussi sensibles à ce que disent les lecteurs, les auditeurs, etc. Et puis, les réseaux sociaux donnent une alternative pas totalement satisfaisante, mais quand même, disons que la censure globale n'est plus possible aujourd'hui, quoi. Bonjour monsieur. On entend souvent parler de l'importation du conflit israélo-palestinien, et je voulais savoir si vous pouviez nous donner une définition de ça, parce que c'est assez confus, c'est assez flou, et voilà. Merci. Vous étiez là au début ou... Oui, bah, d'accord. Vous en avez parlé, mais par contre, il n'y a pas eu pas de définition claire. Oui. Bah, l'importation, c'est de dire que normalement, le conflit qui se déroule là-bas ne devrait pas avoir d'impact chez nous. On peut pas dire, par exemple, que le conflit en Somalie est importé en France. On ne va pas s'engueuler dessus, on ne va pas polémiquer là-dessus, etc. Le conflit est importé parce qu'il a des effets non pas physiques, quoique... parfois un petit peu, mais enfin pas. Les gens ne vont pas se tirer. Enfin, bon, il y a pas des. Mais on voit bien qu'il est importé dans le sens où on subit les effets d'un conflit qui a lieu à des centaines de kilomètres de chez nous, de façon sans commune mesure, avec aucun autre conflit qui peut se dérouler. Dans ce sens-là, il est parfaitement importé et on en subit les effets négatifs. On pourrait peut-être se poser la question si ce terme est pertinent. Moi, je ne suis pas sûr qu'il le soit, justement. On pourrait imaginer d'autres formules et pas simplement importation. Je pense que l'idée forte, c'est qu'il y a une résonance qui se diffuse dans différents segments de la société française et qui a des conséquences extrêmement graves. Donc on pourrait réfléchir à trouver d'autres formulations, quoi. C'est vrai que le terme d'importation est devenu... même si, disons que mais c'est un peu comme islamophobie, même si c'est pas le bon terme, il est devenu un peu central et sauf à trouver une meilleure définition, c'est le seul que l'on peut utiliser pour qualifier la situation dans laquelle nous sommes. Merci. J'avais posé une question un peu similaire à un de vos prédécesseurs qui nous avait parlé de la politique américaine au Proche-Orient. La question est de savoir est-ce que le conflit israélo-palestinien est toujours aussi central dans l'opinion française, dans la politique étrangère française, par rapport à d'autres sujets touchant, vous avez évoqué tout à l'heure des sujets de politique intérieure, etc. Je pense par rapport à d'autres sujets touchant au Proche et au Moyen-Orient, comme le terrorisme, Daesh, la montée en puissance de l'Iran, le prix du pétrole, etc. Est-ce que ce conflit israélo-palestinien est toujours aussi central? C'est ça ma question. Alors, en fait, c'est vrai que pendant très longtemps, quand j'ai commencé à travailler sur les questions internationales, ce conflit était un conflit parmi d'autres. Il y avait l'Amérique centrale, l'Afrique australe, l'Afrique portugaise décolonisée, etc. Il y avait des conflits un peu, et ce conflit israélo-palestinien était un conflit avec une résonance Est-Ouest, parmi d'autres, mais pas plus important que le Nicaragua, ou qui était finalement une focalisation dans les années 80. Au début des années 80, le Nicaragua est plus central dans le bras de fer Est-Ouest, et l'Angola et le Mozambique également, pour ne pas parler de l'Afrique du Sud, bon, l'Indochine, enfin bon. Ensuite, il a pris une importance stratégique majeure, parce qu'il était un peu à l'épicentre du Nord-Sud, monde musulman, monde occidental, l'épicentre un peu du choc des civilisations, plus les conséquences interne chez nous au sens politique. Maintenant, effectivement, malheureusement, d'autres conflits sont apparus au Proche-Orient qui occupent l'espace. Je ne parle pas de la stratégie du gouvernement israélien qui était de présenter l'Iran comme la menace principale à la sécurité, qui était à la fois dans le dialogue particulier qu'il y a entre Israël et l'Iran, et qui était aussi une façon de détourner les regards du conflit israélo-palestinien. Si vous dites que c'est l'Iran la plus grave menace à la paix, du coup, le conflit israélo-palestinien passe pour mineur. On a quelques
collègue n'est pas le mot adapté, ami encore moins, mais vous avez quelques pseudo-experts qui disent oui, non, mais le conflit, c'est pas grave, de toute façon, la paix va arriver. Donc il y a une volonté un peu de certains inconditionels d'Israël de minorer le conflit israélo-palestinien pour dire, bon, oui, ça serait mieux s'il y a la paix, mais grosso modo, le raisonnement, c'est dire, forcément, nous, on est aussi pour la paix, ça serait mieux s'il y avait la paix. Mais comme c'est un conflit mineur, si la paix n'arrive pas, c'est pas grave, on peut vivre avec. Il y a vraiment cette stratégie qui est une stratégie consciente, volontaire. Mais ceci étant, c'est vrai que dans la donne actuelle, entre ce qui se passe en Syrie, ce qui se passe en Irak, ce qui se passe en Libye, on voit bien que l'ensemble de la région, les conflits qui font beaucoup plus de morts, qui ont un impact non seulement sur le terrain pour les populations concernées, mais également dans l'ensemble, que la situation semble de plus en plus difficilement maîtrisable et que d'autres conflits sont apparus qui ont une vraie également importance stratégique majeure et qui peuvent avoir effectivement des répercussions sur notre sol. Autre question ? Encore une. Je vous donne la parole juste après monsieur, puisque vous avez... À l'élection de François Hollande et la formation du gouvernement aux affaires étrangères, qu'est-ce qui explique l'absence de Védrine et Fabius à la place ? Alors, d'une part, Fabius est très actif sur le dossier. Et je veux dire, si des fois Hollande temporise, c'est Laurent Fabius qui a obtenu le vote en faveur de la reconnaissance de la Palestine. Donc, des fois, il y a la rumeur qui court, Fabius pro-israélien. Non, Fabius incarne là-dessus une ligne mitterrandiste sur le conflit. Alors, on peut dire que sur l'Iran, il a été un peu plus dur, effectivement, mais dire Fabius néoconservateur ne me paraît pas exact. En tous les cas, sur le conflit israélo-palestinien, il a une ligne tout à fait une doctrine tout à fait en ligne, ou une ligne tout à fait en phase avec ce que faisait Mitterrand autrefois. C'est celui pendant le conflit de Gaza, par exemple. Oui. Voilà. Donc, bon. Alors, pourquoi pas Védrine et Fabius ? Bon, je pense qu'il y a deux raisons. Si je fais de l'analyse, si je fais de la Hollandan-analyse, c'est que, Hollande n'a pas voulu reconduire les mêmes qu'entre 1997 et 2002. Il voulait faire son gouvernement, pas celui de Jospin, vu que lui-même est un peu l'héritier de Jospin, et que ça c'est la première chose, et que en plus Hollande compte quand même beaucoup en équilibre interne au sein du Parti socialiste, et que Védrine pèse beaucoup dans le pays, mais pèse pas, il n'a pas de troupes au PS. Donc je pense que ces deux facteurs, dont un seul suffirait, expliquent cela, et que Fabius pèse beaucoup dans le parti, c'est le poste qu'il voulait, et je trouve que c'est franchement un bon ministre des Affaires étrangères là-dessus. En 2007, comme vous le savez, Sarkozy avait voulu proposer à Védrine de devenir ministre, et Roger Kuckerman s'était opposé à ce choix. Mais si Védrine n'est pas devenu ministre à l'époque, c'est pas parce qu'il y avait l'opposition du CRIF, qui s'est exprimé mais qui n'a pas joué, c'est qu'il estimait ne pas... J'ai jamais eu autant d'amis qui m'ont téléphoné pour dire « dis-lui qu'il accepte ». Parce que c'était un peu l'espoir de garder une ligne gaulo-mitterrandiste avec Sarkozy qui était censé l'abattre. Mais Védrine n'a pas accepté en 2007 parce qu'il n'avait pas les garanties d'avoir les mains libres, enfin d'être un véritable ministre. Et les choix qui ont été faits après prouvaient qu'on ne voulait pas un vrai ministre. Oui, merci. Vous avez dit deux choses là sur lesquelles je voudrais que vous rebondissiez. Premièrement, vous avez employé le terme « choc des civilisations » qui a été contesté par qui vous savez, comment, je ne développe pas. Hein. C'est qui vous savez comment, Emmanuel Todd et Courbache dans leur livre le rendez-vous des civilisations, d'une part, et d'autre part, vous venez aussi, je rebondis aussi là-dessus, de faire part d'une intervention de Kuckerman sur Hollande. Alors je voudrais bien savoir quel est le poids justement des représentants du CRIF dans la politique française en matière sur cette région, quoi. Alors bon, j'ai utilisé le terme, ça ne veut pas dire que je soutiens le concept. C'est que le concept court, qu'il faut le combattre, etc. Mais si je parle du cancer, ça ne veut pas dire que je suis pour le cancer. Ça veut dire que bon, donc voilà. Et donc effectivement, il faut. Mais par rapport au choc des civilisations, il y a deux pièges à éviter de penser qu'il est inéluctable.
et l'autre, c'est de penser que c'est tellement horrible qu'il n'arrivera jamais. Et donc de ne pas faire attention à des politiques qui y conduisent. Parce qu'on peut s'en rapprocher. Le bombardement de Gaza nous rapproche d'un choc des civilisations. Un accord de paix nous ferait prendre du recul par rapport au choc des civilisations. Le poids du CRIF, c'est une institution importante qui, bon, il y a ce dîner annuel qui ramène beaucoup de monde et qui est effectivement dans lequel il y a vraiment tous les ministres, etc. Après, c'est le poids qu'on veut lui accorder. Je veux dire, le CRIF défend ses intérêts, c'est son droit le plus strict. Après, le problème, c'est de savoir jusqu'où les responsables politiques font part de ces demandes et équilibrent dans ces demandes. Mais que le CRIF fasse valoir ses intérêts, c'est légitime. C'est les réponses qui sont apportées par les médias, etc., ou par les responsables politiques qui, disent pourquoi avoir plus d'importance dans un cas que dans l'autre, quoi. C'est... Bon. Merci. Monsieur, au sujet de livres qui ont eu des difficultés à paraître, il y a eu, il y a quelques années, un livre de Roger Garaudy qui était critique de la politique israélienne. Eh bien, il y a eu tout un embargo autour de ce livre et puis surtout un acharnement autour du personnage, de la personne. Lui-même avait été soutenu par l'abbé Pierre, qui à l'époque était le numéro 1 dans les sondages de popularité en France, très très loin devant Brigitte Bardot. Et ben, il a été traîné dans la boue en étant traité d'antisémite, mais aussi de sénile. Alors on ne vous traitera pas de sénile parce que vous êtes bien trop jeune, mais pour le reste, vous êtes l'homme idéal. Alors ça s'est passé à une époque où moi je venais d'arriver en France avec l'idée de la liberté d'expression, qu'on pouvait dire, écrire, qu'on pouvait s'exprimer. Et je suis arrivé en plein haro autour de personnages, d'intellectuels qui s'exprimaient librement et qui critiquaient la guerre, la violence, et qui critiquaient de... Voilà. Bon. Et donc, il est question pour moi de liberté d'expression. Voilà. Oui, sauf qu'il y a des lois en France. Alors, on peut gloser à l'envi sur la loi Guesso. Il n'y a pas l'équivalent de la loi Guesso aux États-Unis. Et bon, on peut se demander est-ce que c'est la loi Guesso est le bon instrument de lutte contre l'antisémitisme. C'est une loi qui interdit le négationnisme par rapport à la Shoah et au génocide juif. Vous n'avez pas ce type de loi aux États-Unis. Et pour autant, l'antisémitisme ne se développe pas aux États-Unis. Mais on a cette loi qui est en France. Et simplement, Garaudy faisait du révisionnisme, niait les fours crématoires, etc. Et que donc, c'est simplement, c'est pas là, on était dans le domaine juridique. On n'était plus dans le combat d'idées. Si la loi Guesso n'existait pas, peut-être que... Bon, alors, une fois encore, il y a tout un débat sur la loi Guesso, sur les lois dites mémorielles. Mais, à mon sens, je ne mettrais pas Garaudy dans la liste des amis du peuple palestinien. Et je pense que ce type de personnage joue au contraire un rôle extrêmement négatif, parce qu'ils viennent au contraire alimenter la mise dans le même sac de tout le monde. Moi, je me sens rien de commun avec Garaudy. Et je pense que la reconnaissance du génocide juif est une pierre essentielle, et que ce n'est certainement pas en niant cela qu'on fera avancer d'un iota la cause palestinienne ou la justice, etc. Et que ce sont des stratégies non seulement moralement indéfendables, mais politiquement complètement contre-productives. Et en fait, finalement, on en revient à la phrase de Theodor Herzl qui disait que les antisémites seraient nos meilleurs alliés. Ce type d'antisémitisme vient aider les défenseurs les plus radicaux, les plus intransigeants et les plus extrémistes du gouvernement israélien. Donc moi, je me sens rien de commun avec Garaudy et je n'ai pas du tout envie d'être mêlé à ce type de personnage. Je voudrais savoir quelle est l'ampleur de l'autocensure dans les médias français par peur d'être blacklisté antisémite. C'est... je veux dire, on peut la doser. Enfin, je ne peux pas vous répondre avec précision là-dessus. On pourrait multiplier les exemples que l'on connaît, etc. Mais bon, c'est... Enfin, en tous les cas, je connais personne qui ait subi des... Comment ? Je connais personne qui ait subi des revers professionnels pour avoir affirmé sa solidarité avec le gouvernement israélien. Bon, il y a même des gens qui ont eu des promotions pour ça. Par contre, des gens qui ont eu des revers professionnels, des soucis ou des problèmes d'ordre importants pour avoir critiqué le gouvernement israélien, ça, j'en connais un paquet. Ah oui.
Mais d'ailleurs, la plaisanterie qui courait à un moment donné, c'est de dire que le journal le plus critique par rapport à Israël, c'était Courrier International, parce qu'il contenait les traductions de journaux israéliens. Et que les journaux israéliens, dont le Haaretz, se permettaient de dire des choses que les journaux français n'auraient pas osé dire. Une dernière question ? Merci, ouais, puisqu'il y a un monsieur qui a parlé 2 fois, alors je m'autorise à parler 2 fois. Si chacun le fait, là... Très concrètement, une dame tout à l'heure a parlé de la conférence qu'il y a eu avec Ronnie Broman et puis Agnès Levallois, à laquelle j'ai assisté aussi d'ailleurs et dont j'étais un des organisateurs. Et effectivement, ils ont tous les deux défendu la position un seul État. Bien. L'argument étant, aujourd'hui, un État palestinien n'est plus viable à cause du morcellement, de la réduction en confetti de la Cisjordanie par les colonies. Bon, ça n'est pas mon opinion, mais je voudrais connaître la vôtre. Ronnie Broman, ce jour-là, a dit à quel point il était ennuyé par cette question. Il n'a pas dit ça tranquillement. Il a dit « Je défendrai toujours les 2 États dans toutes les circonstances où c'est une façon de plaider pour la Palestine. Mais je pense que ça ne pourra jamais se faire. » Voilà. Moi, je répondrai à cette question. Je veux dire, tout le monde se fout de ce que je pense là-dessus. Ce qui est important, c'est de voir ce que les Palestiniens pensent. Et tant que les Palestiniens et leurs représentants n'auront pas abandonné l'idée des 2 États, voilà, je sais pas à moi de m'exprimer en leur lieu et place. Donc on peut chacun avoir une vision là-dessus, mais c'est aux Palestiniens de déterminer quelle voie diplomatique ou politique ils veulent suivre. Et pour l'instant, ils sont encore attachés majoritairement à la solution des 2 États. Vraiment dernière question pour le reste. Oui. Moi, je voudrais revenir sur l'opinion publique. Dans le cadre d'Evry-Palestine, donc dans la banlieue, nous avons organisé plusieurs rassemblements et nous faisons évidemment campagne pour les boycotts. Et aussi bien sur les places publiques que devant un supermarché qui s'appelle Carrefour, nous retrouvons un accueil fervent de nombre d'Arabes, d'origine arabe, musulmane, à notre égard. Aux 8 heures pour la Palestine, auquel nous avons eu l'avantage de vous avoir une fois, là aussi nous avons. Et nous n'arrivons pas suffisamment à motiver l'opinion. Parfois on s'entend dire les gouvernements français ne font rien. Parfois on leur répond évidemment que font les États arabes. Comment pouvons-nous davantage arriver à soulever l'opinion en sachant que les journaux n'en parlent pas ? Vous avez cité Le Monde, certains avec réserve. Moi, je citerai La Croix, qui volontiers publie des articles intelligents et ouverts là-dessus. À la télévision, on ne voit que des émissions. Alors, je sais bien que c'est l'anniversaire d'Auschwitz, etc. En faveur des Israéliens. Je ne parle pas du gouvernement, je parle des Israéliens. Et il y a un silence sur la Palestine qui est douloureuse, alors que nous communiquons avec avec le camp de Khan Younis. Et là, on voit bien que les Palestiniens, ils attendent davantage de nous, les Européens, pour être reconnus, pour être aidés et que la paix vienne. Comment pouvons-nous agir davantage sur la paix ? Comme vous le faites, je veux dire, c'est l'action sur le terrain qui changera le rapport de force. Écoutez, merci à Pascal Boniface.